l'évolution, ainsi que l'excellent épilogue et la postface, pourraient être appliqués mot à mot à Pasteur et à la microbiologie moderne, qu'il s'agisse de situer la position actuelle de ces théories entre l'hégémonie et la caducité, de relever la crise différée d'une théorie infantile, de condamner l'art de la désinformation à l'origine de leur pérennité, ou de tirer les leçons d'un échec. L'analogie est évidente. Si l'on perçoit que Darwin et Pasteur sont les deux savants du siècle dernier dont les idées ont le plus profondément bouleversé notre conception du monde vivant. L'un et l'autre paraissaient jusqu'ici incontournables, et leurs détracteurs furent et sont encore systématiquement ridiculisés, bannis du milieu très conservateur de la recherche officielle. Pourtant, à peine plus de 100 ans après leur déclaration princeps, il semblerait que nous nous soyons enfermés dans une vision étriquée de la réalité, que nous ayons en fait construit des mythes biologiques comparables à celui du Big Bang en physique, ou pire, une religion nouvelle qui s'est contentée de déifier une inintelligence, le hasard. À peine sortis de l'obscurantisme religieux condamné par les Lumières, nous nous sommes précipités dans un obscurantisme scientiste dont le principal défaut est d'ignorer son ignorance. Le pasteurisme, comme le darwinisme, sont moins des théories fondées que des mouvances, des courants de pensée étroitement dépendants du contexte historique dans lequel ils ont pris naissance. Depuis que la science est science, la quête de la connaissance y a cédé toujours davantage de terrain à la justification des idéologies. On en vient parfois à se demander si la curiosité désintéressée pour les mystères de la vie et du cosmos n'est pas en voie de s'effacer devant la prétention de plus en plus répandue de réformer les sociétés et les mentalités, au mieux avec la naïve intention de délivrer l'humanité de ses misères, au pire avec l'arrière-pensée d'asservir les peuples en leur confisquant leurs cultures ancestrales. Aujourd'hui, ces tendances font figure d'escroquerie intellectuelle, de contes de fées pour adultes. La pérennité des dogmes est liée à l'assèchement de la pensée scientifique, étouffée par la suranalyse qui empêche toute tentative de synthèse. Le scientifique participe à une aventure pour laquelle il a été conditionné dès l'école primaire, maintenu sur le droit chemin par une technoscience de plus en plus proche du marché. Aristocrate dans une féodalité intellectuelle, appelé à seconder le politique en qualité de sage, le scientifique est plus que jamais exposé à la tentation de l'arrivisme, à celle du vedettariat, à celle du pouvoir. Là où l'erreur est possible, la falsification, volontaire ou inconsciente, l'est également, inévitablement. Pourtant, au chevet d'une civilisation qui se meurt des services de l'intellectualisme et de l'irréalisme, ce sont encore les scientifiques que l'on appelle en consultation, pour qu'ils lui administrent, en guise de thérapie de la dernière chance, toujours davantage de grandes utopies creuses. La vaccinologie, présentée comme un remède universel à toutes nos souffrances, est l'une de ces utopies. Il semble dès lors impératif de faire mesurer par le lecteur l'ampleur et les conséquences d'une décadence organisée par la volonté des uns, accélérée par l'inertie ou la confiance des autres, et de réaliser au plus vite certains réarrangements conceptuels, car ce totalitarisme scientifique a d'inévitables conséquences. Tandis qu'est passé l'an 2000, symbole pour les générations de quelques siècles d'un rendez-vous unique avec l'histoire, l'essor tourne au désastre. Les oreilles encore pleines de lendemains qui chantent, nous entendons gronder une menace d'apocalypse, surgie d'un écartèlement entre des réalisations fabuleuses, la domination de la planète, la conquête de l'espace, et un délabrement qui prend des proportions terrifiantes, la spoliation des richesses naturelles, les échecs politiques et économiques, l'avènement d'une néo-barbarie, et bien sûr, en ce qui nous concerne tout particulièrement ici, une dégradation généralisée de la santé humaine et animale. Dans le cadre de l'actualité, en finir avec le darwinisme ou avec le pasteurisme a donc une portée beaucoup plus grande que la correction d'erreurs qui furent les plus monumentales et les plus tenaces de la biologie, c'est déjà participer à une renaissance de l'esprit, qui apparaît comme l'ultime planche de salut pour notre civilisation victime à retardement d'un dérapage au siècle des Lumières.
Ce livre étant destiné à tous, une première question peut venir à l'esprit du lecteur. Pourquoi est-il écrit par un vétérinaire? On peut bien sûr évoquer le hasard de certaines rencontres, un exemple parmi tant d'autres des multiples connexions entre les médecines humaines et vétérinaires. En janvier 1881, l'année même où Pasteur allait consacrer le terme « vaccination », le vétérinaire Hippolyte Rossignol écrivait ceci. « Voulez-vous du microbe? On en a mis partout. La microbiatrie est aujourd'hui tout à fait à la mode, elle règne en souveraine, c'est une doctrine qu'on ne discute pas, on doit l'admettre sans réplique, du moment surtout que son grand prêtre, le savant Pasteur, a prononcé le mot sacramentel « j'ai dit ». Le microbe seul est et doit être la caractéristique d'une maladie. C'est entendu et convenu, désormais la théorie des germes doit l'emporter sur la clinique pure, le microbe seul est éternellement vrai, et Pasteur est son prophète. L'homme et l'animal ont toujours été étroitement liés dans leur destinée de la santé, comme dans la maladie, et ce depuis l'aube de la domestication. Les zoonoses sont des maladies infectieuses communes à plusieurs espèces animales et à l'homme, comme la rage impliquée au premier chef dans l'histoire de la vaccination. La première vaccination historique contre la variole humaine fut rendue possible grâce à un virus animal, aujourd'hui utilisé pour créer des chimères par manipulation génétique, des souches nouvelles destinées à transporter des antigènes vaccinaux, rage, peste et leucose bovine. Tous les médicaments et vaccins destinés à l'homme sont au préalable testés sur l'animal. Nos frères inférieurs furent donc impliqués au premier chef dans l'aventure de la vaccination, à tel point qu'il est possible d'écrire aujourd'hui « pas de modèle animal, pas de vaccin ». C'est si vrai que l'absence d'un tel cobaye est un frein majeur à la conception de vaccins contre la lèpre, le choléra, la syphilis ou le sida. Les épidémies animales et épizooties sont connues depuis l'Antiquité, à une époque où hommes et bêtes se sédentarisent ensemble dans la promiscuité des hameaux, villages et cités, qui favorisent la diffusion des miasmes. C'est l'isolement et l'abattage qui permettent alors de lutter contre l'extension des pathologies animales. Il est probable que de nombreuses civilisations ont pratiqué la mithridatisation des troupeaux par injection de sang ou de pus issus d'animaux malades. Le recours ultérieur à des remèdes puis à des vaccins eut sans doute pour justification première l'expérimentation et au-delà la rentabilité d'une prophylaxie généralisée à des dizaines d'espèces. Au XIXe siècle, Claude Bernard initie une médecine expérimentale centrée sur le modèle animal et la vivisection. Ce modèle va rester prépondérant, et les vétérinaires sont omniprésents lors de la mise au point des premiers vaccins pasteuriens destinés aux maladies du bétail. Choléra, ou pasteurellose, des poules en 1880, charbon bactéridien en 1881, rouget du porc en 1883, et enfin, premiers essais d'immunisation contre la rage réalisés sur des chiens en 1884. Au début de notre siècle, ce sont des animaux qui sont utilisés pour produire les sérums destinés à lutter contre des maladies telles que la diphtérie et le tétanos. Les chevaux inoculés sont régulièrement saignés pour recueillir les fameux anticorps protecteurs. À noter que certains de ces animaux surimmunisés mouraient du tétanos, paradoxe que nous éclairerons par la suite. Le recours à l'animal vivant restera incontournable jusqu'à la mise au point des cultures cellulaires dans les années 1940 et 1950. Auparavant, souris, lapins, chiens, singes étaient utilisés pour réaliser les passages destinés à contrôler la virulence des germes destinés au vaccin. Toutefois, dès cette époque, la valeur de ce modèle animal est vivement critiquée. Certains considèrent à juste titre que cette expérimentation souvent cruelle ne permet pas de préjuger l'effet sur l'homme d'un médicament ou d'un vaccin. Les premières associations de protection animale sont contemporaines de Bernard et Pasteur. Si l'utilisation de cultures cellulaires peut s'avérer satisfaisante pour les opposants à l'expérimentation animale, nous ne devons pas oublier, d'une part, l'origine animale de ces cultures,
d'autre part leur responsabilité dans l'apparition d'allergies gravissimes et leur fréquente pollution